Merci à tous d'être présents et d'être là ce soir pour un Zoom, même si on commence à s'habituer à d'autres formats. Mais là, on a quand même tenu à faire ça en ligne pour être sûr d'avoir un maximum de personnes qui puissent suivre un peu partout en France et ailleurs, d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Euh, donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de présenter un de nos livrables, qui est donc le manifeste, qui s'adresse davantage aux enseignants et aux responsables pédagogiques. Donc, c'est celui de nos livrables du projet Climat Supinsa, former l'ingénieur du XXIe siècle, qui s'adresse le plus aux équipes pédagogiques. Donc, on espère que vous êtes nombreuses et nombreux à les représenter. Je vais commencer par laisser la parole du coup, à Bertrand Raquet, qui est le président du groupe INSA, pour présenter, voilà, pour nous dire un court mot d'introduction. Et ensuite, je laisserai la parole à Damien Michaud, donc, qui a dirigé le projet, pour vous présenter ce livrable plus spécifiquement. Après, vous allez un petit peu récapituler la jeunesse du projet pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Et ensuite, on aura un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à utiliser l'onglet questions et réponses. On a peut-être tous l'habitude, mais peut-être pas, d'utiliser cette manière-là de communiquer les questions. Et on tâchera d'y répondre un petit peu en ligne tout au long du webinaire et puis aussi en partie à l'oral après la présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à communiquer vos questions, soit à Damien ou à Frédéric ou Bertrand ou moi-même. Voilà, si on peut y répondre. Voilà, merci beaucoup à tous. Et donc, sans plus tarder, Bertrand, je te laisse la parole. Merci Clémence. Donc, ravi d'être avec vous ce soir. Moi, je pense qu'on est un petit peu habitué maintenant de faire l'exercice et de présenter aussi la collaboration entre le Shift et le groupe INSA, une collaboration qui a commencé en gros il y a un peu plus de 18 mois. Et je pense que si on est tous réunis ce soir, c'est parce qu'il nous semble absolument évident qu'il faut très largement communiquer sur toute la densité du travail qui a été opéré et puis sur le pourquoi de ce travail. Et ce qui est essentiel aussi, c'est de communiquer de façon la plus ouverte possible pour que les enjeux climat-énergie dans les formations d'ingénieurs puissent pénétrer effectivement, on va dire, l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche et que finalement, ça en soit une cause nationale. Je ne vais pas revenir sur ce qui nous anime aujourd'hui. Je pense que si on est là, c'est qu'on a tous conscience que finalement, cibler une neutralité carbone en 30 ans, c'est une transformation sur des échelles de temps qui sont absolument remarquables, sans précédent. Et, et pour ça, je pense que ce sont tous les acteurs, à la fois de la puissance publique, mais aussi les acteurs de la société civile, les acteurs d'entreprises, des collectivités qui doivent de concert, bien sûr, se mobiliser. On a un exemple de mobilisation, je veux dire, en termes en tout cas de schéma, de cible, à travers notamment le plan de transformation de l'économie française qui a été publié récemment aussi par le Shift. Aujourd'hui, dans la sphère politique, on parle aussi de planification, et j'espère qu'on va en parler de plus en plus. Mais pour décliner toute forme de planification, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut absolument des cadres scientifiques, notamment des ingénieurs, qui vont rentrer probablement dans une nouvelle ère, un nouveau profil. Et c'est à nous de faire en sorte finalement que la disposition à innover de l'ingénieur rentre pleinement dans la pensée écologique et dans la nécessaire transition socio-écologique. Donc, ça passe forcément par une révision complète des compétences, des objectifs du futur diplômé. C'est bien évidemment la nécessité que ces futurs diplômés ingénieurs doivent absolument intégrer à la fois les temps longs et les temps courts, qu'ils soient capables d'intégrer le dérèglement climatique, ses causes, et bien évidemment la finitude des ressources. Donc, ce sont des véritables enjeux, et puis je crois qu'il faut oser dire que c'est une nouvelle génération d'ingénieurs aujourd'hui qu'il nous faut former le plus rapidement possible. Alors, vous me direz, mais pourquoi le groupe INSA finalement s'est emparé de ces sujets? Je pense qu'en tant qu'opérateur de l'État, avec l'ensemble des INSA et des INSA partenaires, c'est tout simplement une cause qui s'impose à nous. Le groupe INSA, c'est aussi massif, puisque ce sont à peu près 4000 diplômés par an.
approximativement, on va dire, 10% aussi des diplômés ingénieurs. Donc, je pense qu'avec ces chiffres en tête, on voit que les initiatives qu'on peut prendre, en tout cas, on en a la certitude, ça peut effectivement infléchir des comportements, aider les entreprises dans leur transformation. Et puis, c'est aussi une exigence pour nous de faire en sorte d'avoir des ingénieurs à la fois qui est éclairés et qui travaillent en conscience. Et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de sujets extrêmement complexes et qui seront d'ailleurs adressés aujourd'hui. Et puis, le groupe INSA, c'est aussi être attaché au modèle INSA, cette capacité finalement à former au meilleur niveau technique, scientifique et de les conjuguer cette formation à des engagements humanistes. Les fondateurs du modèle INSA, et en particulier Gaston Berger, pour parler de sa vision de l'ingénieur, parlaient de philosophe en action. Aujourd'hui, on va parler d'ingénieurs aussi avec une très forte responsabilité sociétale. Je crois qu'il faut aussi savoir assumer la responsabilité politique de l'ingénieur. Et je pense qu'on doit donner tous les outils à l'ingénieur de façon à ce qu'il puisse évoluer dans des systèmes complexes et mettre en premier lieu de ses réflexions, finalement, la façon dont science et technologie doivent servir un enjeu de transformation socio-écologique. Alors, l'ambition, elle est forte, l'ambition, elle est systémique. À l'échelle du groupe, c'est à peu près 80 formations différentes de diplômes d'ingénieurs. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte de construire un référentiel de compétences, à la fois sur les compétences transversales et également sur les compétences donc, de spécialité qui adressent les enjeux climat-énergie. C'est aussi pour nous un levier pour mieux traiter, mieux apprendre en contexte également donc, interdisciplinaire. Et l'enjeu aussi, c'est de faire en sorte que nos ingénieurs soient le plus rapidement possible, effectivement, pour adresser ces enjeux. L'ambition, elle est aussi dans la formation de nos propres personnels, elle est aussi dans la mobilisation de nos activités de recherche pour servir les enjeux climat-énergie, et puis elle est aussi sur l'exemplarité dans l'exercice professionnel et la vie étudiante sur nos campus. Donc, on parle vraiment de transformation globale. Et juste, je finirai ces quelques mots d'introduction pour dire que derrière les planches qui vont vous être présentées, c'est une très forte mobilisation du Shift, c'est une très forte mobilisation aussi de nos collègues, Claude Marange et aussi de beaucoup de collègues des différents campus INSA. Et l'objectif aussi, c'est qu'au final, ce travail soit vraiment le plus ouvert possible à l'ensemble de la communauté pour que chacun puisse s'en saisir. De toute façon, c'est vraiment ensemble qu'on arrivera à répondre aux enjeux de cette transition. Donc, merci infiniment déjà à vous aussi pour l'organisation de cette restitution. Et puis, on est là, bien sûr, pour répondre aussi à l'ensemble des questions qui pourraient se manifester au cours de cette présentation. Merci beaucoup, Bertrand. Merci beaucoup pour ces mots. Effectivement, c'est un gros projet qui nous a occupés. Donc, pour que vous compreniez un peu mieux d'où on parle, donc moi, Clémence Moreau, je m'occupe des questions d'enseignement supérieur au Shift. Donc, j'ai coordonné le projet. Et puis, je m'occupe aussi de tout ce qui est globalement sur l'enseignement supérieur, d'essayer de porter nos messages et cette volonté de faire avancer l'enseignement des enjeux de transition dans l'enseignement supérieur à tous les niveaux. Voilà, donc ça c'est pour moi. Et donc Damien qui vous parlera donc à tout un parcours dans l'industrie et est ingénieur lui-même évidemment, et donc a dirigé ce projet Climat Sup INSA et vous présentera ce travail. Et donc son collègue Sam Allier n'a pas pu être disponible aujourd'hui, mais donc a travaillé aussi avec lui sur ce projet. Voilà. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le Shift, je vais quand même dire un mot du Shift Project, qui est du coup l'organisation qui a porté ce projet avec le groupe INSA. Donc, ça nous paraît important pour pouvoir être transparent, de parler un peu de qui on est. Donc, on est un think tank qui a le statut d'association d'intérêt général. Notre mission, c'est d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique en Europe. Donc, on a été créé en 2010 et donc, ce qu'on fait exactement, c'est qu'on produit des rapports, des études sur différents projets, sur différents sujets de la transition énergétique. Et sur la base de ces rapports-là, on porte ces propositions auprès des décideurs concernés, compétents,
pour pouvoir faire avancer les choses. Et on a tout un groupe de bénévoles qui s'appelle les Shifters, qui nous aident dans nos projets, à la fois à les produire et aussi à les porter aussi loin que possible dans la population. Voilà. Et qui travaillent beaucoup sur les aspects d'enseignement supérieur et de sensibilisation notamment. On travaille sur des sujets assez variés depuis 2010, initialement plutôt des choses assez traditionnelles dans la question de la transition énergétique, comme l'industrie, les transports, l'agriculture, l'énergie. Et plus récemment, on s'intéressait beaucoup à des questions d'organisation de la société. Voilà, ce qui nous a amené à parler et à traiter surtout de sujets comme les stratégies d'entreprise, la finance ou encore plus récemment l'enseignement supérieur. On me demande comment le Shift est financé dans le chat. Donc le Shift, nos membres sont des entreprises essentiellement françaises qui nous financent pour les aider à mieux comprendre quels sont voilà, nous aider, les aider et aider globalement la société et ces différents secteurs à comprendre les enjeux de transition qui les concernent et la manière de se positionner pour pouvoir jouer son rôle. Donc la double contrainte carbone, c'est un petit peu le leitmotiv du Shift. On est un peu particulier dans le panorama des associations environnementales, c'est qu'on ne s'intéresse pas à tous les sujets. À l'origine, notre expertise, elle est très focalisée sur les aspects carbone. Donc ce qu'on appelle la double contrainte carbone, c'est à la fois le risque climatique et le fait que le risque climatique, c'est un enjeu systémique et urgent, notamment en termes d'atténuation et d'adaptation. Puisque quand on parle de quelques degrés d'augmentation du climat, on parle de changements massifs, potentiellement ingérables, puisque là, ce que vous voyez entre les deux images qu'on vous montre, c'est 5 degrés en à peu près 20 000 ans. Et donc, on voit qu'il y a 20 000 ans, avec 5 degrés de moins, on avait un paysage totalement différent, avec beaucoup plus de glace et beaucoup moins de mer, disons, en Europe. Donc, ce qui laisse présager ce dont on peut parler quand on parle de 2 voire 5 degrés de plus en l'espace de moins d'un siècle. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous semble structurant dans les enjeux environnementaux, suffisamment pour en faire un de nos axes principaux de travail. Et l'autre aspect de la contrainte carbone, c'est l'énergie, puisque le changement climatique vient avant tout des gaz à effet de serre qu'on émet lorsque l'on brûle de l'énergie. Or, cette énergie, on la brûle de plus en plus. On a beau parler et faire de gros efforts en termes d'efficacité énergétique. En fait, on continue d'augmenter la consommation d'énergie fossile qu'on brûle. On trouve de nouvelles ressources d'énergie fossile, mais qui, sans se substituer, s'additionnent les unes aux autres. Et donc, on a un vrai sujet. Par ailleurs, ces ressources énergétiques sont celles qui nous permettent de tout faire dans notre société et dans notre économie, à la fois nous déplacer, nous chauffer, nous alimenter, produire, consommer, etc. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de s'occuper de transition énergétique, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à moins consommer d'énergie, mieux l'utiliser et changer d'énergie. Mais ça implique donc de mobiliser tous les secteurs de notre économie, tous les secteurs de notre société. Donc ça, c'est la manière dont c'est des sujets qui étaient au cœur de l'expertise du Shift et dont on a essayé de sortir un petit peu pour essayer d'évaluer davantage les autres enjeux environnementaux et sociaux qui sont afférents aux enjeux énergétiques et climatiques pour avoir une approche aussi globale et systémique que possible dans le projet qu'on a mené avec le groupe INSA et qui après aussi a beaucoup infusé dans le plan de transformation de l'économie française, qui est un gros projet sur lequel a travaillé le Shift ces 2 dernières années. Et donc le Shift, on a travaillé sur l'enseignement supérieur depuis 2018, tout début 2018. On a commencé par faire un constat en réalisant une étude qualitative et quantitative sur l'enseignement supérieur et qui nous a permis de dresser un constat de carence globalement sur la manière dont on abordait les enjeux climatiques et plus globalement liés aux limites physiques de la planète en 2019, puisqu'on était à seulement 11% des formations qui abordaient ces enjeux-là en tronc commun. Dans les écoles d'ingénieurs, c'était un petit peu mieux, on arrive à 26%, ce qui est lié au fait notamment que simplement les écoles d'ingénieurs traitent beaucoup plus d'énergie que beaucoup d'autres formations. Évidemment, les sujets cette situation a beaucoup évolué depuis 2019, hein, donc l'idée n'est pas du tout de dire qu'on en reste là, mais de rappeler que, voilà, qu'il y a un long chemin à parcourir pour atteindre l'objectif de 100% de formation des étudiants aux enjeux
environnementaux. Donc, au Shift, on ne s'est pas arrêté là, on a continué à travailler sur les questions d'enseignement supérieur. On a notamment, donc, suite au projet qu'on a fait avec le groupe INSA sur les formations de l'ingénieur, on a un projet sur les formations en gestion qui est en cours, qu'on fait en partenariat avec l'école de commerce Audencia, notamment, et puis quelques autres écoles et autres acteurs qui s'intéressent aussi à ces sujets. Et l'idée, c'est aussi d'engager la transformation de toutes les formations de gestion pour y intégrer de manière transversale les enjeux de transition. On a un rapport intermédiaire qui a été publié le 5 mai et un rapport final prévu le 8 novembre. On a aussi des projets qu'on mène avec les shifters, donc qui sont, je le rappelle, nos bénévoles. On a notamment la plateforme pédagogique collaborative Enseigner le climat, qui vise à permettre le partage de ressources et d'expériences entre enseignants de toute discipline et de tout niveau, ce qui est quelque chose qui remontait beaucoup comme besoin de la part des enseignants, qui avaient du mal à mettre en œuvre et à appliquer dans leurs enseignements les enjeux de transition. On a aussi les shifters belges qui ont créé un observatoire des formations d'une certaine manière, en tout cas un recensement des formations du supérieur en Belgique, qui s'appelle Education for Climate, et qui viennent de publier d'ailleurs un rapport aussi sur l'enseignement de ces sujets-là en Belgique, et qu'on aimerait arriver à répliquer en France, en commençant par le groupe INSA, pour essayer de voir si on peut construire cet observatoire des formations qui permettent de mesurer l'évolution de la situation. Et on a aussi d'autres projets en cours, comme la création d'une coopérative d'enseignants vacataires pour pouvoir aller former les enseignants, voire intervenir directement auprès des étudiants sur les enjeux énergie-climat dans l'enseignement supérieur. Voilà, donc c'est un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille et dont on espère qu'ils vont permettre de démultiplier l'effet de levier que peut avoir des travaux comme Climat Sup INSA et d'autres travaux qui sont évidemment menés dans tout un tas d'écoles. Donc, le projet Climat Sup INSA, il a suivi ce premier travail de 2019 avec une proposition du groupe d'école de venir travailler avec le Shift pour réfléchir à comment on refond l'intégralité des formations du groupe INSA et donc de tous les ingénieurs pour y intégrer de manière structurante les enjeux liés aux limites physiques de la planète, des enjeux socio-écologiques, c'est comme ça qu'on les a caractérisés. C'est un gros projet puisqu'on a 13 écoles d'ingénieurs dans le groupe qui représentent 17 000 étudiants et 2 000 enseignants titulaires. Donc c'est quand même beaucoup de monde à embarquer dans un projet comme ça. On vise vraiment la formation initiale d'ingénieurs, même s'il faudra évidemment à terme s'attaquer aussi à la formation continue, mais ça permet d'avoir un point de départ. Et c'est vraiment pas juste de rajouter quelques cours, quelques heures de cours sur les enjeux environnementaux, c'est vraiment d'avoir une transformation structurante des enseignements et des formations. En résumé, ce à quoi a abouti ce gros travail de du coup 1 an et demi, c'est un état des lieux de la manière dont le groupe INSA abordait les enjeux de transition à l'origine, un référentiel de connaissances et de compétences qui a été co-construit avec les équipes pédagogiques, et des professionnels et voilà, les parties prenantes du secteur, et qui est disponible pour tout établissement pour s'en emparer, comme Damien l'expliquera dans sa présentation. Un soutien aux établissements pour les aider à mener ce chantier en interne, puisque ce n'est pas juste des directives qui viennent du haut, mais d'essayer de vraiment enclencher une démarche en interne en embarquant tous les humains qui constituent des écoles d'ingénieurs. Un travail sur toute une réflexion sur les ingénieries soutenables, puisque repenser la place de l'ingénieur, c'est repenser la place de l'ingénierie, et donc à quoi elle sert et quel est son rôle dans la transition, et réfléchir à l'articulation d'un projet pédagogique sur les 5 ans de formation, et donc qui s'intègre de manière cohérente sur l'ensemble d'une formation d'ingénieur, avec quand même une réflexion aussi sur 3 ans pour que les établissements qui ont des formations en 3 ans puissent tout à fait s'approprier aussi la méthode et l'appliquer sur leur formation. Et toute une méthodologie pour opérer le changement, donc voir vraiment de manière très pratico-pratique comment est-ce qu'on peut mener ce chantier dans une école. Et donc aussi des rapports, des conférences, des ateliers qui ont permis de produire un peu tout au long du projet, communiquer sur ce qu'on a pu faire, le rendre disponible, recevoir aussi beaucoup de retours de toutes les parties prenantes qui ont bien voulu relire et nous faire leurs commentaires et leurs critiques. Donc j'en profite pour les remercier parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup qui ont bien voulu prendre ce temps-là pour contribuer. Et puis des ateliers, des échanges, des discussions qui ont eu lieu tout au long du projet. Voilà, donc un gros projet.
Et du coup, pour préciser un peu, parce que on a eu un gros projet, on a aussi des gros livrables, et surtout beaucoup de livrables. Il y en a 3 différents qui ont chacun leur objectif et leur public. Aujourd'hui, on va vous présenter le manifeste, mais on a aussi le guide méthodologique qui, lui, s'adresse vraiment aux établissements, aux directions et aux administrations d'écoles ou d'autres types d'établissements. C'est un guide qui vise vraiment à expliquer de manière très pratique la manière dont dans une école ou une université ou tout type d'établissement, on peut organiser le travail entre ces équipes et en impliquant toutes les parties prenantes. Voilà, donc c'est plus court, mais c'est très détaillé. Et à la fois, ça peut s'appliquer aux écoles d'ingénieurs, mais je tiens à préciser que c'est un livrable et un guide qui peut vraiment s'appliquer et être utile à tout type d'établissement. Ce sont des choses qui peuvent, voilà, qui peuvent s'appliquer très largement. Et les retours d'expérience qui viennent compléter ce guide et qui permettent d'avoir des expériences pratiques, des cas d'études d'écoles du groupe INSA, mais aussi d'autres écoles et d'autres établissements qui font part de ce qu'ils ont mis en place dans leur établissement, comment ça s'est passé, comment ils ont fait, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Voilà, et donc qui vient assez utilement compléter le guide méthodologique. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir aussi ces retours d'expérience qui sont très très riches. Et le manifeste, du coup, qui va vraiment faire l'objet de la présentation de Damien, qui vise vraiment à réfléchir sur le fond, et donc sur la place de l'ingénieur, le rôle de l'ingénieur et de l'ingénierie, et les connaissances et les compétences que doivent acquérir les ingénieurs pour jouer leur rôle dans la transition. Et vous avez aussi un résumé aux décideurs qui permet de synthétiser de manière très très succincte les différentes propositions phares de toutes ces réflexions. Et puis après, il y a d'autres outils, dont certaines déjà mentionnées, qui sont aussi à disposition. On a fait une playlist sur la chaîne YouTube du Shift avec toutes les auditions d'experts qu'on a fait pendant le projet, qui sont disponibles pour tout le monde, donc qui peuvent servir un peu de base pour une formation, par exemple, et voilà, qui sont assez pratiques pour des enseignants notamment. Il y a la plateforme Enseigner le climat. Il y a le référentiel de connaissances et de compétences qui est aussi téléchargeable sur la page du projet sur le site du Shift et version modifiable. Donc n'hésitez surtout pas à vous en emparer et le modifier autant que vous le voulez. Et un sondage aussi auprès des étudiants, des alumni, donc des anciens élèves d'école d'ingénieurs, qui est encore en train d'être produit, mais qui paraîtra bientôt, et qui permettra de donner le sentiment aussi de ces anciens élèves sur les besoins en termes de connaissances et de compétences pour les ingénieurs en poste. Voilà donc un paquet de choses qui sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à aller voir en ligne. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole à Damien pour qu'il aille creuser ce manifeste et vous expliquer tout ce qu'il y a dedans en version courte parce que c'est quand même un gros, un gros document. Merci beaucoup Clémence. Eh bien, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir vous présenter voilà, les conclusions de nos travaux, surtout sur le fond, comme l'a dit Clémence. Et sans plus tarder, je voudrais vous inviter à participer un tout petit peu, pour ceux qui sont sur Zoom, avec un tout petit sondage, pour savoir un petit peu quel est votre objectif, finalement, en venant à ce webinaire. Donc, je vous lance tout de suite le sondage. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va arriver et vous pourrez répondre. Et donc, vous avez 3 possibilités. Est-ce que vous êtes venu pour avoir des infos générales sur ce projet ou plutôt pour repartir avec des idées un peu plus concrètes pour faire le lien avec les enjeux socio-écologiques dans vos enseignements? Ou est-ce que c'est plutôt pour faire plaisir à quelqu'un qui vous a demandé de venir? Donc, je vais attendre de… Donc là, c'est en train de monter. Ça répond, ça répond, ça répond. J'attends quelques secondes avant de vous montrer les résultats. Pourquoi être venu ici? Ah, ça répond pas mal. Vous êtes vraiment super sympa de répondre en tout cas. On a déjà plus de 80% qui répondent. Allez, je vais montrer les résultats pour pas trop faire patienter tout le monde. 84% de personnes ont répondu. Alors, je ne sais pas si vous voyez les réponses ou pas. Vous voyez les résultats, Clémence? Est-ce que les résultats s'affichent pour tout le monde? Non? Ah bah mince alors. Je pensais que ça s'afficherait. Bah, désolé. En tout cas, la réponse, c'est que 59% d'entre vous viennent pour avoir des infos générales, et 41% pour repartir avec des idées concrètes, et 0% pour faire plaisir. Ah oui, je peux partager les résultats comme ça. C'est ça. 0% pour faire plaisir aux supérieurs, mais écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, bah, je pense que vous aurez un petit peu des deux, un petit peu d'infos générales, ça c'est déjà le cas, et repartir avec des idées concrètes. Évidemment, on ne peut pas traiter ce sujet-là en 3/4 d'heure de manière très, très, très approfondie, mais l'idée, c'est plutôt de vous donner un avant-goût, la structure du document et quelques exemples pour vous inviter à aller ensuite creuser par vous-même dans ce document qui est quand même assez riche, puisqu'il est assez long,
et complet avec pas mal de références. Donc voilà la manière dont on a réfléchi. Avant de parler de cours, il fallait se poser la question de finalement de quoi parle-t-on? Quelle est cette transition écologique, énergétique, sociale dont on parle? Et en conséquence, quelle serait la posture pour l'ingénieur pour ensuite en décliner des connaissances et des compétences et aborder également la partie plus spécifique des techniques qui est propre à l'ingénieur. Et enfin, il y a bien évidemment la question de la manière d'enseigner toutes ces thématiques. Juste un petit élément de contexte, ça c'est pour les fans d'exponentiel, vous êtes servis, c'est la grande accélération. Donc, malheureusement, ce n'est pas des exponentiels hyper sympas à regarder, c'est l'accélération de l'augmentation je vais y arriver, l'accélération de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, du recul de la biodiversité, de l'acidification de l'océan, de la température de surface. Enfin bref, c'est quelques indicateurs macroscopiques pour vous montrer, au cas où vous n'étiez pas au courant, qu'on est dans une situation très très tendue et qui va s'annoncer de plus en plus tendue au niveau notamment des limites physiques et qui aura des conséquences, et qui a déjà des conséquences sur nos écosystèmes et aussi sur nos systèmes sociaux. Donc voilà, face à ce constat, je ne vais pas vous plomber pendant 107 ans et provoquer un certain désespoir, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est plutôt là pour se poser la question de comment est-ce qu'on agit par rapport à ça, et notamment en tant qu'ingénieur ou en tant qu'enseignant ou responsable pédagogique. Et donc, nous, on pense que la société, pour répondre à ces questions-là, elle doit viser la résilience. Et la résilience, ici, on l'entend comme, premièrement, être capable de s'adapter à ces chocs qui sont déjà en cours et qui vont certainement s'amplifier. On a eu quelques exemples, malheureusement, ces dernières années. Être capable également d'adresser les causes qui provoquent ces chocs. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été mis en exergue très récemment par le dernier rapport du GIEC qui montre qu'on ne peut pas que s'adapter au changement climatique si on n'agit pas un maximum pour atténuer ses effets, donc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en clair, on ne pourra même plus s'adapter tellement l'ampleur des conséquences sera grande. Donc, il faut absolument adresser ces causes-là. Il y a deux volets, atténuation et adaptation. Et évidemment, l'objectif, c'est quoi? C'est évidemment d'assurer les besoins essentiels de tout un chacun. Et on pense que pour faire ça, ça passe notamment par la décarbonation de notre économie et par le fait de tenir compte des limites physiques de notre planète, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, ainsi que des impacts sociétaux de toutes ces problématiques écologiques. Quel rôle peut jouer l'ingénieur dans tout ça? Eh bien, l'ingénieur, je pense que c'est des gens qui ont des super cerveaux, hein, ils ont presque des super pouvoirs. Comme plein de gens, évidemment, ils ont la tête bien faite. Mais bon, pour bien connaître les ingénieurs, je sais qu'ils ont la tête vraiment particulièrement bien faite, puisque aujourd'hui, ils sont capables de faire plein de choses. Ils sont notamment au cœur des infrastructures, de plein d'objets du quotidien, des moyens de transport plus ou moins carbonés ou décarbonés, qui sont un point quand même assez majeur, mais aussi des services et aussi des outils de mesure de tout ce dont on vient parler. Ils sont aussi largement partie prenante de ces systèmes-là. Mais ils sont aussi partie prenante de notre santé, puisqu'on a bien besoin de dispositifs techniques pour notre médecine. Ils sont partout. Donc, même dans notre alimentation, aujourd'hui, 99% de notre alimentation ou quelque chose comme ça ne peut pas être produit sans machine à un moment ou à un autre du processus, que ce soit pour le transport, les intrants, les machines, la distribution ou la production. Et même pour une IPA, on a besoin la plupart du temps du même genre de services dont les ingénieurs sont largement partie prenante pour la partie conception. L'acte de conception, au sens très large, est un acte central dans l'ingénierie. Donc, c'est intéressant de s'intéresser à cet acte de conception qui finalement est un des lieux sur lesquels l'ingénieur a une grande prise. Et en quoi l'ingénieur peut aussi avoir une certaine prise? Eh bien, on voit à gauche qu'il exerce différentes activités et fonctions. Il n'est pas du tout sur une seule type de fonction ou d'activité. Je vous laisserai regarder le détail. Et en plus, ce qu'on voit à droite, c'est que dès la sortie des écoles, un quart des jeunes diplômés disposent dès le début de responsabilités hiérarchiques ou d'un budget ou d'une équipe, ce qui est quand même pas rien pour faire changer les choses. Et on imagine bien évidemment que ces chiffres vont grandissant au fur et à mesure de la carrière. Et 2 tiers d'entre eux, quasiment, disposent de la responsabilité d'un projet. Donc, j'ai parlé de la conception. Je voudrais revenir dessus un instant.
en mentionnant qu'aujourd'hui, l'ingénieur, il est champion de l'optimisation sous contrainte. C'est vraiment ce qu'on demande à un ingénieur, notamment dans les entreprises, hein. C'est être capable de concilier des choses inconciliables entre elles, comme la qualité, le délai, les coûts, évidemment, et la performance. Il faut mettre tout ça dans une moulinette et arriver à sortir le meilleur. Ceux qui travaillent en entreprise connaissent certainement bien ce genre de choses. Sauf qu'aujourd'hui, on est confronté à une problématique où notre monde est de plus en plus complexe et il y a de nouveaux enjeux qu'il faudrait être capable d'intégrer dans ces actes de conception, notamment les enjeux sociaux et les enjeux écologiques, donc les limites physiques. Et au-delà de tout ça, donc on voit que l'ingénieur est quand même assez bien placé pour pouvoir influencer notre monde. Il n'est pas la seule clé, mais il est l'un des grands pivots de cette transition. Mais en plus de ça, par rapport à la question des techniques, il me semble qu'il est, en tant qu'un des principaux détenteurs du savoir technique, il est aussi celui qui peut influencer la représentation que l'on a de la technique et de la technologie. Donc, il y a tout un imaginaire qui aujourd'hui est associé à la technologie et on peut se poser la question de la manière dont on voudrait faire évoluer cet imaginaire-là. Est-ce que la technologie doit plutôt nous libérer? Mais de quoi? Sous quelles conditions? Est-ce qu'elle peut aussi nous enfermer? Est-ce qu'elle peut être dangereuse? Quel est le rapport qu'elle implique à la nature, etc., etc. Donc, à mon avis, il y a quand même beaucoup de choses à faire en tant qu'ingénieur sur la représentation de la technique. Voilà. Et en conséquence, quelles sont les compétences pour l'ingénieur du XXIe siècle? Donc, on a imaginé de représenter ça sous la forme d'un globe qui vous rappellera étrangement notre planète Terre, j'espère. Et on pense que d'un côté, il faut premièrement bien comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que ces enjeux socio-écologiques avant de pouvoir agir? Et donc, comprendre ces enjeux-là, c'est comprendre qu'il y a, nous, on a proposé trois grandes catégories pour essayer d'arriver à y voir clair dans cette complexité. Donc, premièrement, on a ce qu'on a appelé les contraintes physiques. Si vous êtes de formation scientifique, vous savez certainement qu'il est très difficile de négocier avec les lois de la physique, voire même impossible. Et donc, on aimerait bien que ce soit un petit peu plus clair pour la société et donc plus intégré dans le système économique. Donc, considérer l'approvisionnement énergétique, comme l'a dit Clémence, l'énergie, c'est le système sanguin de notre société, notamment les énergies fossiles, malheureusement. Mais aujourd'hui, on ne peut quasiment pas s'en passer. Donc, il faut absolument comprendre ça. Le changement climatique aussi, Clémence en a parlé, elle impacte absolument toute la vie sur la Terre, en tout cas telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et évidemment, elle impacte aussi déjà nos sociétés, les sociétés les plus éloignées comme les plus proches. Il y a ces deux sujets qui sont des piliers, mais il n'y a pas que cela. Évidemment, en tant qu'ingénieur, on ne peut pas se limiter à cela. Donc, il y a aussi l'épuisement des ressources, notamment la question de l'eau, de tous les métaux dont on a besoin, notamment pour faire la transition énergétique, du bois, du sable et d'autres, qui sont en quantité limitée sur notre petite sphère bleue. La biodiversité, qui est souvent oubliée dans nos écoles d'ingénieurs, je le rappelle, on est partie d'un écosystème. Donc, que ce soit pour des questions morales ou pratiques, on a tout intérêt à préserver cette diversité, cette biodiversité. Et enfin, l'alimentation, la capacité de production alimentaire des sols aussi, pas forcément un sujet qui est le plus mis en avant dans les écoles d'ingénieurs généralistes, bien qu'il y ait des écoles spécialisées sur ces questions-là. Comprendre que les terres arables sont en quantité limitée, que c'est très difficile d'en créer, très long. Les enjeux du système agro-industriel d'aujourd'hui, la faible résilience alimentaire des métropoles, par exemple. Donc ça, c'est les contraintes physiques auxquelles on est soumise. Et pour agir, on peut utiliser les moyens institutionnels et techniques, notamment les formations d'ingénieurs et la recherche. Donc, comprendre quel est le rôle historique de l'ingénieur, pourquoi est-ce que l'ingénieur agissait jusqu'ici de la manière dont il a agi, quel serait son rôle souhaitable dans un futur très très proche, je l'espère. Les modèles de gouvernance, alors ça, c'est à tous les niveaux. Comment est-ce qu'on prend des décisions? Quelles sont les alternatives à ce qu'on connaît et qui est déjà bien connu pour pouvoir tenir compte des biens communs, de l'intérêt général, des limites physiques, avec évidemment des compétences et des outils bien spécifiques. On parle d'ingénieur, donc c'est important aussi de parler du système industriel, de sa structure, également de son rôle historique et aussi de la manière dont il pourrait se transformer dans les différents secteurs. L'économie et la finance, qui peut paraître éloignées d'une formation d'ingénieur, mais qui pourtant est tout à fait fondamentale. Bien comprendre justement comment s'articule industrie et économie, mais également la décorrélation entre la vision de l'économie actuelle, néolibérale, et les limites physiques de notre planète. Étudier les alternatives avec leurs inconvénients et leurs avantages, comprendre la différence entre durabilité faible et forte.
Et le système juridique et normatif qui permet d'agir dans un cadre qui a beaucoup d'avantages, mais aussi des limites. Et surtout, être capable d'anticiper les évolutions prochaines qui vont certainement s'accentuer avec la pression grandissante. Donc, être capable d'anticiper ces évolutions-là. Et pourquoi est-ce qu'on agit? C'est pour des objectifs collectivement partagés qu'on a mis au centre de cette sorte de cible. Donc, la paix et la justice, la santé humaine et environnementale, l'éducation et la réduction des inégalités qui est inhérente à ces questions de transition écologique pour les générations présentes et futures. Donc, voilà comment on a catégorisé finalement ces enjeux-là qui s'apparentent, pour simplifier un petit peu le message, plutôt à des connaissances. Et la partie gauche, on va plutôt parler de compétences. Alors, juste un petit détail, effectivement. Sur ces connaissances-là, je voudrais rassurer tout le monde, il n'y a pas besoin d'être un climatologue pour traiter du climat dans son travail, ou d'être biologiste pour considérer des impacts sur la biodiversité, ou spécialiste des droits humains pour parler de conditions de travail. Voilà, l'idée, c'est de comprendre un petit peu les enjeux, avoir le minimum nécessaire pour pouvoir les intégrer dans son travail et être capable de s'entourer des experts adéquats quand il y en a besoin. Donc, on ne demande pas à l'ingénieur de tout connaître et d'être expert de tous ces sujets-là. Et pour la partie... Ah oui, j'avais une petite question, c'est vrai. Petit sondage. Est-ce que si vous êtes enseignant, ou en tout cas si vous vous projetez dans ce métier-là, est-ce que vous savez comment intégrer la question du changement climatique dans vos enseignements? Là, je vais vous lancer un petit sondage. Comment je fais pour l'arrêter d'ailleurs? Tac. Allez, vous devriez voir le sondage. Donc, vous avez 5 possibilités de réponse. Est-ce que vous l'avez déjà intégré? Est-ce que vous êtes en train d'intégrer? Est-ce que vous l'avez partiellement intégré? Est-ce qu'il vous manque des notions pratiques? Est-ce que vous n'avez pas le temps? Est-ce que vous n'avez pas l'envie? Je pense que c'est intéressant de pouvoir partager ces résultats à tout le monde et voir un petit peu justement où vous vous situez. Allez, je vous laisse encore un petit peu de temps. Alors, on a une moitié des personnes qui ont répondu. J'imagine que les autres ne sont pas forcément des enseignants. Une grosse moitié qui a répondu. Ça continue encore un tout petit peu. Allez, je partage les résultats. Voilà les résultats. Donc, 15% environ qui l'ont déjà fait ou qui sont en train de le faire. Écoutez, bravo. Bravo, et ça fait plaisir. Et je suis très content de voir que vous y arrivez. 43% qui pensent pouvoir aller plus loin. Eh bien, écoutez, tant mieux. J'espère qu'on va vous donner envie d'aller lire plus en détail ce manifeste. Non, il me manque des notions clés, idem. Et quelques-uns, 3 personnes qui n'ont pas le temps ou pas l'envie. Très bien. Merci pour vos réponses. Et oui, n'hésitez pas à mentionner dans le chat un petit peu comment vous avez fait. Je pense que c'est intéressant de partager aussi un petit peu vos méthodes. Et sans plus tarder, je passe justement à des exemples sur le changement climatique, et une notion qui va bien au-delà de la question des températures. On peut parler de beaucoup de choses dans une école d'ingénieur. On peut parler des causes, donc par exemple du diagnostic d'un point de vue tout à fait scientifique, donc les émissions de gaz à effet de serre et leur évolution, le fait que l'origine est anthropique, c'est-à-dire principalement des activités humaines, parler des boucles de rétroaction, du lien avec la biodiversité ou d'autres problématiques. On peut également présenter les conséquences physiques et sociales de ce changement climatique. Alors évidemment la température, mais pas que. Il y a aussi l'augmentation en fréquence et en intensité des catastrophes naturelles, tous les impacts sur l'océan, son acidification, la montée des eaux, l'impact sur la vie marine, mais aussi beaucoup d'impacts sur les populations humaines et les écosystèmes, sur nos industries, sur nos villes. Voilà. On sait qu'on peut aller très très loin dans ces analyses de conséquences. Donc, quand on parle de changement climatique, on n'est pas que sur purement la partie physico-chimique. On peut parler aussi comment de la manière de se sortir un petit peu de cette question-là, de cette problématique, par tous les scénarios qui ont été proposés, par exemple, par le GIEC ou par différentes politiques. Être capable de comprendre aussi les enjeux de justice sociale quand on parle de changement climatique. Donc, ce n'est pas que des questions uniquement techniques. Le rôle de la réglementation, le rôle des technologies et de la sobriété, qui me paraissent être des points tout à fait majeurs, notamment pour des ingénieurs. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Ça, ce sont des exemples de notions qui me paraissent incontournables. Et en fait, ça, c'est juste pour vous donner un avant-goût
pour chacune des thématiques que je vous ai présentées avant, on a essayé de lister tout ça dans le manifeste et de proposer des références académiques pour que vous puissiez fouiller, de proposer aussi des manières de les intégrer dans les enseignements et que ce soit un manuel assez pratique. Voilà, je vais passer à la partie compétences où on vous propose finalement d'imaginer l'ingénieur comme un citoyen au XXIe siècle en développant 4 grandes macro-compétences. Donc la première, c'est la vision systémique et l'interdisciplinarité. Donc, je pense que là, vous l'avez compris, si ce n'était pas déjà le cas, la crise socio-écologique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On parle de l'intrication de très nombreuses problématiques et donc il faut être capable de saisir cette complexité dans ses pratiques professionnelles. Donc c'est comprendre les enjeux, mais également être capable de modéliser, d'utiliser des modélisations pour simuler justement ces liens, y compris pour les limites physiques, mais aussi pour le vivant, ce qui s'avère particulièrement complexe. Et dans l'action, évidemment, être capable de s'entourer, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc de travailler en interdisciplinarité, ce qui est déjà, on va dire, une des grandes forces de l'ingénieur, mais qui a peut-être encore renforcé avec ces nouveaux domaines de compétences. Deuxième macro-compétence, c'est l'approche historique et prospective. Donc là, il s'agit de plusieurs choses. C'est premièrement être capable de questionner finalement notre histoire. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, notamment sur la vision du progrès, la place de la technique, toutes les conséquences positives et négatives de nos choix techniques en tant que société. Donc là, c'est l'exemple des Luddites où, je crois que c'est au XVIIIe siècle, des travailleurs ont commencé à détruire des machines puisque même si elles réduisaient l'effort, en fait, elles détruisaient aussi des emplois. Donc là, ça montre bien qu'à cette époque-là, il n'y avait pas forcément eu une analyse des impacts sociaux, en tout cas une prise en compte des impacts sociaux, euh, puisqu'il y a eu des mécontents, on va dire. Et à droite, c'est plutôt la vision prospective, où là, on pense qu'il faut être capable aussi de se baser justement sur cette histoire et sur l'état des lieux de notre situation actuelle pour se projeter dans des scénarios de prospective qui soient les plus souhaitables et aussi les plus crédibles possibles. Donc là, je fais un peu d'autopromotion du Shift Project en présentant ce livre-là qui propose une des visions possibles de la transformation de notre économie pour répondre à tous ces enjeux-là, mais il en existe d'autres, que ce soit le GIEC ou Negawatt ou encore bien d'autres. La troisième, la troisième, je la présenterai plus en détail puisqu'elle parle d'ingénierie, mais la quatrième, c'était l'action responsable. Donc là, on parle principalement d'éthique. Donc comment finalement, est-ce qu'on fait des choix éclairés en fonction des conséquences écologiques et sociales de nos choix techniques notamment. Donc là, on parle d'être capable d'identifier les sphères de responsabilité, d'être capable de décider collectivement avec les parties prenantes qui sont concernées, mais être capable aussi de remettre en question les statu quo et les habitudes peut-être, avec la pensée critique et aussi la réflexivité sur notre manière propre aussi de penser. Quelles sont les valeurs qui font que l'on pense comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas re-questionner également ces valeurs pour pouvoir évoluer? Donc tout ça, c'est finalement, c'est aussi la résolution de dilemmes, hein, c'est de l'éthique. Comment est-ce qu'on arrive à finalement répondre à des dilemmes qui sont déjà présents, mais qui vont être de plus en plus nombreux avec des problématiques de plus en plus grandissantes au fur et à mesure que la société va être contrainte par ces questions écologiques et sociales. Donc, ces compétences doivent absolument être largement développées en école d'ingénieur, il me semble. Et pour la partie des sciences et techniques, donc là, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, puisque c'est quand même un des cœurs des activités des ingénieurs. Et avant ça, je voudrais juste vous soumettre un petit quiz, une petite question, une petite expérience de pensée rapide. Comment les choix techniques influencent les usages et la société? Alors, souvent, on entend que la technique, c'est un moyen, et ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et moi, je voudrais re-questionner cette vision des choses. Voilà, donc avec deux situations. Donc, on a Camille qui est ici, qui a sa vie, ses problématiques, son travail, ses loisirs, sa vie au quotidien, comme nous tous. Et elle habite dans une ville où il y a des très grandes infrastructures routières. Donc, c'est vraiment très, très développé. Par contre, il n'y a pas beaucoup de trottoirs, il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables. Et en termes de déplacement, la plupart des gens, souvent, ils utilisent soit des transports en commun, mais qui sont de très mauvaise qualité et bondés, soit quand on a beaucoup d'argent, on utilise des voitures de luxe. Donc ça, c'était le cas numéro un petit peu caricatural volontairement. Et le cas numéro 2, Camille, elle habiterait, ou il habiterait dans une autre ville où les transports ne seraient pas développés de la même manière. Les infrastructures, notamment, ne seraient pas les mêmes. On aurait des tramways et des tram-trains qui le relieraient des villes et des quartiers. Une offre de location de vélos qui serait de bonne qualité et toujours disponible.
des trains qui permettraient de travailler, de se reposer et de discuter. Et voilà, une place pour la voiture qui serait présente, mais peut-être un peu moins qu'aujourd'hui. Donc, dans ces deux situations, voilà, bon, évidemment que j'oriente un petit peu le débat, mais ma question, c'est surtout quelle est l'influence des usages et des choix techniques? Et donc, ma question, je voudrais la poser de cette manière-là. Camille, comment est-ce qu'elle diminuera le mieux ses émissions de gaz à effet de serre? C'est grâce à quoi? Donc, je vais vous poser la question. Il y aura deux possibilités de réponse, mais vous pouvez répondre les deux ou une seule, c'est vous qui voyez. Allez, je vous lance ça. Est-ce que c'est plutôt grâce à ses choix et sa motivation? Par exemple, faire du vélo sous la pluie ou dans un embouteillage quand il y a beaucoup de voitures. Est-ce que c'est grâce à des nombreux moyens de transport décarbonés ou est-ce que c'est plutôt les deux? Le compteur monte. Allez, continuez à répondre. Alors, je pense j'aurais dû mettre un choix les deux pour qu'on voit qui a voté les deux. Ah, on ne verra pas du coup, désolé. Vous êtes très nombreux à répondre, merci beaucoup. Allez, je vais arrêter là le sondage. Vous êtes plus de 80% à avoir répondu. Je vous partage les résultats. Donc, on n'est pas à égalité, mais pas loin. On est à 3/4 de personnes qui pensent que c'est plutôt les choix de la personne. Donc, c'est plutôt l'usage finalement. 90% qui pensent que c'est plutôt ce qu'il y a à disposition. Et puis, bon, évidemment, qu'il y a ceux qui ont répondu les deux. Et donc, on voit bien que vous pensez finalement que la technique, elle a quand même un grand rôle à jouer dans finalement la décarbonation et plus largement dans la question écologique. Donc, merci beaucoup. Je suis content qu'on ait pu avoir cette interaction. Et donc, Oups, voilà. Et donc, la question, c'est du coup, comment est-ce qu'on fait des choix techniques qui soient éclairés dans ce contexte-là? Et là, je vous lance un dernier quiz pour voir un petit peu votre niveau de connaissance. Est-ce que vous connaissez l'ACV? Là, je vous soumets le dernier sondage de la journée, et après, promis, j'arrête. Mais je trouve que ça serait intéressant. Alors, est-ce que l'ACV, c'est l'aveuglement cognitif volontaire? Est-ce que c'est l'approche par compétence verte? Ou est-ce que c'est l'analyse de cycle de vie? Ah, ça fuse les réponses, là. Vous êtes très, très chaud. Allez, encore une fois, quasiment 80% des personnes qui ont répondu. Merci beaucoup. Je vais mettre fin au sondage pour ne pas faire patienter tout le monde. Allez, c'est parti. Je vous partage les résultats. Donc, c'est bien l'analyse de cycle de vie, comme vous l'avez en très, très, très grande majorité répondu. Et donc, ça consiste très, très simple, à analyser quels sont les impacts d'un produit ou d'un service tout au long de sa durée de vie, et pas uniquement pendant son usage, aussi pendant sa phase de production et aussi pendant sa phase de fin de vie, quand on l'utilise plus ou qu'on veut le réutiliser. Et donc, on va analyser quelles sont les émissions de gaz à effet de serre, mais pas que. Quelles sont les utilisations des matériaux ou de l'eau, quels sont les impacts sur la biodiversité. On peut aussi analyser les impacts sur les conditions de travail, sur les conditions d'usage. Enfin bref, ça peut aller très, très loin à la CV. Et donc, il me semble que c'est une bonne manière d'évaluer. Finalement, pour faire des choix techniques éclairés, en tant qu'ingénieur, on peut évaluer les choses pour ne pas justement reposer sur des impressions de bien faire. Donc, utiliser l'analyse de cycle de vie, ça permet d'évaluer quels sont les impacts des choix techniques que l'on va faire. Donc, cet ACV nous permet de tout tirer en termes de bilan. Et on a, pour les impacts écologiques, notamment l'analyse environnementale du cycle de vie, donc la ECV, ou des bilans gaz à effet de serre ou biodiversité, par exemple, et aussi l'analyse sociale du cycle de vie. Une fois qu'on a chiffré tout ça, ce qui n'est pas forcément facile, mais ce qui est possible, ça nous permet de remettre dans le contexte ces chiffres-là et évaluer si finalement, par rapport aux enjeux socio-écologiques, ces chiffres-là ont un impact majeur ou pas dans notre situation actuelle. Et ça nous permet, grâce à d'autres compétences, notamment d'enquête, donc c'est-à-dire plutôt de l'analyse, la cartographie des usages, des besoins, l'observation, et grâce à notre capacité de pilotage des choix techniques, donc ça, c'est des outils plutôt managériaux, des outils décisionnels, mais au sein desquels il faudrait élargir un petit peu les critères actuels, être capable de renoncer quand il y a des choix qui s'avèrent être néfastes, être capable de faire une amélioration continue, une réflexivité.
Donc, et ces grandes catégories de techniques, tout ça, c'est des techniques, nous permettent de faire des évaluations avant on va dire, de concevoir et pendant la conception des produits. Donc, si on en vient au cœur des activités, c'est la conception en tant qu'ingénieur. Il me semble qu'on peut résumer ça en 3 grandes catégories. Premièrement, avant d'imaginer des super solutions magiques, eh ben, premièrement, est-ce qu'on ne pourrait pas juste éviter les nouveaux problèmes? C'est comme dans plein de jeux, plein de sports. Pour gagner, il ne faut pas trouver la solution miracle, il faut juste éviter de faire des fautes. Ben, c'est un petit peu pareil, je pense, pour le climat. Déjà, si on commençait par éviter de créer des problématiques et désamorcer les problèmes actuels, ce serait déjà bien. Euh, je pose un exemple sans dire quel est mon positionnement, mais si on parlait de la 6G, la connectivité avec la 6G, est-ce qu'il faut ou pas déployer la 6G? Qu'est-ce qu'on fait des technologies ou des infrastructures liées à la 6G? Est-ce que c'est pour le grand public? Est-ce que c'est pour de la recherche scientifique, pour des entreprises? Voilà. Et est-ce qu'on pourrait reconvertir aussi certaines usines? Alors, je donne l'exemple pour les Lyonnais. Il y a une usine d'injecteurs diesel à Vénissieux qui a tenté de se reconvertir en usine de panneaux photovoltaïques avec les mêmes personnes en fait. Ils ont fait un bilan de compétences et ils ont tenté de se reconvertir. Malheureusement, ça n'a pas marché pour une histoire financière, mais en fait, ils avaient la capacité de le faire, ils avaient commencé à le faire. Donc voilà, ça c'est une première compétence, essayer d'éviter les nouveaux problèmes et désamorcer les actuels, éventuellement en faisant des reconversions. Deuxièmement, au cœur de toute cette activité de conception, il y a la résilience. Et là, je dirais qu'on peut inventer encore une fois des nouveaux outils, mais il faut aussi bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà. L'éco-conception, l'économie circulaire sont des concepts qui sont très très bien développés depuis longtemps et qui sont qui est tout à fait justifié de déployer à très grande échelle dans beaucoup d'enseignements et beaucoup d'entreprises. Donc là, il me semble qu'il faut déjà massifier absolument ces enseignements et ensuite essayer d'aller voir un petit peu plus loin, notamment avec d'autres principes, par exemple les principes des low-tech, où là je vous montre un exemple tout à fait caricatural d'aspirateur low-tech, qui s'appelle un balai fait avec un bout de bois et quelques plumes. Et enfin, dernière catégorie, c'est le vivant. Le vivant qui est encore voilà, des notions qui paraissent assez éloignées du métier de l'ingénieur, on va dire, actuel, qui est plutôt habitué à manier des matériaux plutôt inertes, tels que de l'acier, beaucoup de matériaux métalliques ou du béton ou du verre. Et en fait, observer le vivant, c'est premièrement comprendre finalement ce qui le détruit et aussi ce qui l'aide. Et donc être capable d'intégrer plutôt ce qui l'aide que ce qui le détruit dans ses pratiques de conception. Et évidemment qu'on peut aussi rajouter les pratiques issues du biomimétisme et qui nous permettent justement de nous inspirer de ce qui a réussi dans notre environnement naturel depuis plusieurs milliards d'années. Donc, on a l'exemple de production de matériaux ou d'énergie à très basse température ou pression sans besoin voilà, de grosses machineries. Et donc, pour résumer tout ça, pour la conception, je vous propose cette dernière infographie. Premièrement, c'est important d'avoir une approche globale de la conception et de ses impacts tout au long du cycle de vie. Donc, toujours faire un aller-retour entre la conception et les impacts que ça va avoir et diminuer ces impacts absolument. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant aussi de se poser la question de la contribution aux nouveaux imaginaires, notamment reprendre le contrôle des techniques. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu hors de contrôle tout ça. Favoriser aussi la liberté et l'autonomie, notamment des usagers ou des travailleurs qui sont concernés, et s'intégrer plus harmonieusement au vivant. Et donc pour ça, il me semble qu'on peut aussi raisonner tout au long du cycle de vie, le long de la production, l'usage et la fin de vie. Je ne vais pas tout détailler, mais là, je vous donne quelques exemples, comme utiliser les matériaux recyclés ou biosourcés dès le début, les prévoir dès la conception, minimiser absolument les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation de la matière et de l'énergie à toutes les phases, ça c'est très important. Concevoir peu toxique par rapport au vivant, répondre à des besoins essentiels, donc re-questionner le besoin, re-questionner ce qu'on est en train de concevoir. Concevoir durable, donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire aussi, avec du multifonctionnel, de l'adaptable, du réparable. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de concepts qui sont à reprendre en fonction des situations. Voilà, je vous laisserai aller fouiller dans tout ça. Il y en a encore plus dans le document. Donc voilà pour la partie compétences. Et la question qui se pose ensuite, c'est comment est-ce qu'il faut enseigner ces connaissances, ces compétences? C'est bien beau de dire il y a tout ça, mais déjà, ça fait beaucoup. En plus, ça peut faire peur.
Donc, cette éco-anxiété là que je commence à nommer, finalement, elle concerne beaucoup d'étudiants. Ça, c'est ce qu'on a vu et ce que les études démontrent. Euh, Utiliser des approches actives, c'est important par rapport à cette éco-anxiété qui concerne aussi certains enseignants qui sont pas forcément, qui le disent pas forcément, mais qui aiment réagir et qui se sentent un petit peu bloqués face à ces questions climatiques et énergétiques. Et donc, il est important de ne pas s'arrêter au constat, comme je l'ai fait aujourd'hui. On a passé 30 secondes sur le constat, mais plutôt on recherche des actions collectivement. On est plus sur voilà, sur la recherche de solutions collectives. Ensuite, en tant qu'enseignant, vous pouvez tout à fait rechercher un angle en particulier tout en continuant à enseigner le cœur de votre domaine. Donc, quel est l'angle climat de ma matière, de ma discipline? Quel est l'angle biodiversité ou énergie et ou social et ou éthique? Il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver, même si ça vous paraît complètement impossible. On a fait beaucoup d'ateliers et à chaque fois, on a trouvé quelque chose. Et enfin, je voudrais faire je voudrais appuyer le fait que, sur le fait qu'il est important de favoriser toutes les approches pédagogiques sont les plus actives et les plus participatives, puisque évidemment elles favorisent l'apprentissage et elles répondent partiellement à la question de l'éco-anxiété, mais en plus elles répondent à d'autres problématiques. Euh, pour la plupart des enseignants, c'est pas votre domaine d'expertise de parler du changement climatique, de l'économie ou de l'éthique, et je le comprends tout à fait. Et donc, se positionner non plus en sachant qu'il doit répondre à toutes les questions avec un savoir un petit peu absolu aux étudiants, ça permet un petit peu de baisser la pression, de se dire, bah, en fait, ces savoirs, ils sont pas stabilisés, et on peut les construire ensemble, en classe, au travers d'études de cas ou de projets, et on peut finalement, au fur et à mesure des années, progresser tous ensemble. Et c'est pas grave si l'enseignant ne connaît pas tout, n'a pas réponse à tout, puisqu'il est plutôt là, dans ce cadre-là, pour proposer un cadre méthodologique, une sorte d'animation quelque part, avec évidemment les compétences de sa discipline. En plus, ça peut permettre de finalement de moins toucher aux maquettes pédagogiques, puisque plus on va favoriser ces approches-là, moins on aura besoin de rajouter des heures de cours sur des formats un petit peu classiques d'amphi ou de cours en plénière. Et donc, le dernier point, c'est finalement comment est-ce qu'on met tout ça en musique dans un programme sur 3 ans ou sur 5 ans dans une école d'ingénieur ou dans toute formation du supérieur. Et là, il n'y a pas de formule magique, hein. Là, ce qui est important, c'est de ne pas se dire qu'il y a une solution qui conviendrait à tous, c'est-à-dire peut-être imaginer qu'il faudrait 200 heures de cours dédiés pour une thématique et après c'est fini, ou alors qu'il faudrait juste l'intégrer dans les stages et ça suffirait. Enfin, il me semble qu'il faut trouver la combinaison pour chaque établissement qui réponde à son ADN, à sa culture et aussi à ses contraintes, notamment de compétences. Et quand on n'a pas forcément les compétences sur des thématiques comme, je sais pas, l'anthropocène ou la biodiversité, peut-être qu'il y aura besoin de cours dédiés, effectivement, à certains moments, peut-être surtout au début de la formation. Mais l'idée, c'est surtout d'intégrer dans les enseignements existants, dans les projets, dans les cours et dans les stages, et ben, en fait, ces thématiques-là, on va continuer à former des ingénieurs selon des bases scientifiques, ça va pas changer. Donc la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait évoluer en fait tout le monde en pouvant intégrer ces enjeux-là. Un dernier point, il me semble qu'il est intéressant aussi, c'est le point numéro 1 qu'on a mis tout en haut là, quel ingénieur pour cette société? Il me semble qu'il est intéressant de proposer différents moments de réflexion à l'étudiant, une sorte de fil rouge pour qu'il puisse se questionner sur son rôle en tant qu'ingénieur dans la société, à la fois individuellement, donc les réflexions à la fois individuelles, mais aussi confrontées au collectif, et qu'au fur et à mesure des années, il puisse se construire son propre parcours, sa propre idée du rôle qu'il peut prendre en fait dans cette société. J'en ai terminé, et donc en conclusion, on va continuer à former des ingénieurs, mais en termes de connaissances, il faudrait élargir aux enjeux socio-écologiques, avec les bases scientifiques évidemment, mais aussi en renforçant la présence des sciences humaines et sociales. En termes de compétences, eh bien, il s'agirait de renforcer, de développer les compétences qui permettent d'agir pour cette transition-là. Et enfin, il y a les approches pédagogiques actives dont je viens de parler, qui sont vraiment fondamentales pour pouvoir les intégrer dans des enseignements à la fois non dédiés et dédiés. Voilà, je vous remercie beaucoup et on va répondre à vos questions. Merci beaucoup, Damien, pour cette présentation. On a pas mal de questions et des questions très pratiques. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'enseignants parmi vous, notamment sur comment utiliser toutes ces ressources que tu nous as présentées. Donc, je vais essayer de les synthétiser. Certaines se recoupent, d'autres moins. Mais je pense que, éventuellement, si tu veux repasser, Damien, sur le schéma du référentiel, ça pourra peut-être servir de support visuel
peut-être ma première question. Notamment, donc, une des questions, c'est voir comment est-ce qu'on articule vraiment les connaissances et les compétences. Comment est-ce qu'on peut aborder une approche critique de l'histoire et de la prospective tout en ayant une vision systémique et une éthique, et que tout ça, ça implique un socle assez solide en termes de formation en sciences politiques, en histoire, en sociologie. Voilà. Et du coup, comment est-ce que ça trouve sa place dans ce socle? Donc voilà, est-ce que peut-être tu peux nous donner quelques éléments de réponse sur comment l'utiliser, voilà, comment ça s'intègre à ce schéma d'une part, et comment globalement le référentiel peut permettre d'aborder ces enjeux-là? Le référentiel, c'est un outil quelque part qui est très macroscopique, qui est très conceptuel. Donc, il faut arriver à le décliner en quelque chose de pratique dans son établissement. Donc, il y a un fichier Excel qui vous permet de le prendre et de le modifier et d'en faire ce que vous voulez avec beaucoup, beaucoup plus de détails que ça, avec toutes les notions clés. Et il me semble qu'un des points intéressants de cette approche un peu holistique, c'est de pouvoir se répartir un petit peu toutes ces notions-là. Parce que évidemment, ce qui est pas facile, c'est de se dire qui va prendre la question politique, la question économique, à quel endroit on le fait. Si on a déjà des enseignants qui sont disposés à le faire, eh ben, ça va permettre de se dire ce sujet-là, il est déjà pris à tel endroit, ou alors sinon on n'a pas les compétences, il faut qu'on recrute quelqu'un ou qu'on l'intègre dans des projets. Enfin voilà, à mon avis, c'est une manière de faire, c'est varier les formats tout en ayant cette vision un petit peu globale des choses pour pouvoir les répartir, évidemment en le faisant avec les personnes concernées, c'est-à-dire les enseignants et les directeurs de département et les directrices de formation. Donc ça c'est une première réponse et ensuite il y a vraiment la question ensuite une fois qu'on s'est dit je veux l'intégrer, la question c'est comment? Et si je dispose des compétences, très bien, sinon est-ce que j'ai besoin de demander à mon établissement une formation pour pouvoir intégrer la notion que j'ai choisi d'enseigner, la nouvelle notion que j'ai choisi d'enseigner, peut-être qu'il faut une formation ou alors il faut, voilà, plutôt favoriser des approches actives où on n'aura pas forcément besoin de formation très, très, très poussée pour pouvoir les intégrer, puisqu'on va se mettre plutôt en posture, on se mettra entre guillemets «au même niveau que les étudiants». Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Merci Damien. Je pense que oui, pour compléter, peut-être préciser un peu quelque chose sur l'approche aussi qu'on a eue, parce qu'il y a plusieurs questions sur notamment l'intégration, la question des classes préparatoires. Beaucoup de questions aussi sur, effectivement, on aborde des disciplines qui sont quand même assez complexes et où il y aurait beaucoup de choses à dire, la sociologie, etc. L'idée, c'est quand même aussi nous, là, on parle des écoles d'ingénieurs, mais l'idée, c'est quand même qu'on prône, c'est de travailler à une continuité entre ce qui est enseigné dans le secondaire, ce qui devrait être enseigné dans les classes préparatoires. Donc ça, c'est une bataille pour un autre jour, mais j'espère pouvoir l'aborder au Shift. On a plein de propositions là-dessus. Mais où clairement, il y a besoin de cette articulation parce qu'on ne peut pas tout faire dans un temps trop restreint. Là encore, on parle d'une formation en 5 ans, mais quand on n'a que 3 ans, c'est encore plus court. Donc il y a vraiment cette réflexion de continuité, histoire de ne pas arriver directement en école d'ingénieur en n'ayant aucune base. En ayant des bases enseignées avant, ça permettrait d'aller beaucoup plus efficacement à l'essentiel. Et par ailleurs, pour préciser sur les questions de sociologie, d'éthique et de tout un tas de choses qui peuvent être assez complexes, l'idée n'étant pas d'être un expert de tous ces sujets, simplement de pouvoir les mobiliser, je parle sous ton contrôle Damien, mais simplement de pouvoir les mobiliser de manière suffisamment pertinente pour pouvoir étayer sa réflexion et pas être complètement, voilà, pas oublier des angles totalement de l'analyse des ingénieurs. C'est plutôt ça. Et la difficulté, du coup, c'est de voir où mettre le curseur dans ces sujets qui sont tous passionnants et on pourrait tous aller écrire une thèse plusieurs thèses sur chacun des sujets. Voilà, mais voir où sont les bases essentielles pour l'ingénieur. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a des discussions à approfondir dans chaque établissement pour voir où est-ce que vous avez envie de mettre le curseur aussi par rapport à vos étudiants et par rapport à ce qu'ils ont vu par ailleurs, etc. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je voulais juste aussi compléter un point en particulier sur, on a énormément d'enseignants qui ont remonté le fait qu'ils n'avaient pas le temps et qu'ils n'avaient pas la formation et qu'ils ne se sentaient pas légitimes pour enseigner tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de ces approches pédagogiques-là. Mais on a aussi des exemples d'enseignants qui, simplement parce qu'ils avaient envie, finalement, ont réussi à trouver le temps de s'auto-former et de faire des propositions à leur établissement. Et la plupart du temps, c'est un très grand succès. Je pense à différentes initiatives à l'INSA Lyon, à l'INSA Toulouse, à l'ISAE Supaéro et d'autres écoles. Et donc, si on reparle des classes prépa,
Je pense que si on attend une directive ministérielle pour former tout le monde, avoir une directive hyper claire, on va attendre encore très, très, très longtemps. Donc, si vous êtes enseignant en maths, physique ou anglais en classe prépa, à mon avis, simplement déjà en recherchant l'angle climat ou l'angle éthique de votre matière, vous avez déjà des choses à faire. Et c'est vrai que les fondamentaux sont tellement complets, enfin tellement, j'allais dire lourd, c'est pas lourd, mais il y a tellement enseigné en classe prépa que oui, vous avez de la matière pour pouvoir intégrer tout ça, quoi. Effectivement. Et du coup, on a beaucoup de gens qui ont réagi en insistant sur l'importance des sciences humaines et sociales et qui vont vraiment dans ton sens par rapport à tout ce que tu as présenté, Damien, sur des aspects beaucoup plus sociétaux et d'éthique dans la formation de l'ingénieur. Mais on a aussi quelques réactions un peu inquiètes, et notamment sur, certes, il faut intégrer, il faut avoir des ingénieurs qui sont formés à ces enjeux-là, mais il faut aussi avoir des spécialistes, des gens qui vont au fond voilà, on a besoin d'ingénieurs spécifiques qui font des choses très très pratico-pratiques et très ingénieurs. On a besoin de gens, de spécialistes de la thermodynamique, de l'agro-ingénierie, de tous ces éléments-là. Du coup, comment est-ce qu'on peut on arrive à concilier le fait d'avoir besoin de toutes ces compétences supplémentaires, mais de conserver un peu l'expertise et la spécificité des écoles d'ingénieurs et des jeunes ingénieurs. Ah, tout à fait, c'est pas du tout contradictoire, c'est plutôt le fait est qu'il faudrait en fait adapter ce référentiel en fait à chaque moment de la formation. Donc il y a la partie, on va dire la partie bac+2, bac+3 en fonction des écoles où là c'est plutôt du tronc commun, où là évidemment c'est un peu plus simple d'appliquer stricto sensu ce référentiel, mais dans les spécialités il y a pas de raison de supprimer les spécialités. On aura toujours besoin de spécialistes dans tous les domaines, c'est clair. La question, c'est comment est-ce qu'on décline ces spécialités et comment est-ce qu'on fait évoluer, notamment dans les spécialités, les manières de concevoir ouais, et de faire de la technique finalement. Donc pour moi, il y aura toujours besoin de technique. Au contraire, il faut bien garder ces spécialités, hein. Effectivement, et du coup, là, on est sur des dimensions qui sont assez proches de toute la réflexion sur l'ingénierie, le rôle de l'ingénieur. Et on en a une autre qui va un peu dans le même sens, et peut-être que Damien, tu auras des commentaires, mais je pense qu'aussi Bertrand et Frédéric auront peut-être des choses aussi à réagir là-dessus, sur un peu le volet culturel des écoles d'ingénieurs. On nous pose la question de quel est l'avenir des ingénieurs si on doit décroître nos consommations, décomplexifier la société et aller vers du low-tech. Quelle est la contradiction entre, ou pas d'ailleurs, entre l'ingénieur et cette vision alternative de la société qui suggère une remise en question de ce qu'on a pu enseigner en école d'ingénieur potentiellement ces dernières années. Est-ce que Damien, tu veux dire quelque chose, ou est-ce que Bertrand, Frédéric, vous voulez aussi réagir peut-être par rapport à... Peut-être juste une très courte intervention, mais en deux temps. D'abord, pour soutenir aussi ce que vient juste de dire Damien sur le fait que nous avons et nous aurons bien évidemment besoin d'ingénieurs de spécialité. Je voudrais juste mentionner que les diplômes d'ingénieur INSA, ce sont des diplômes de spécialité. Ça, et je pense que sur le marché du travail et pour adresser la transformation, nous avons besoin d'ingénieurs de spécialité, d'ingénieurs du terrain. Après, la grande difficulté, et je le dis également en tant qu'enseignant-chercheur, hein, c'est toute l'ingénierie pédagogique qu'il faut mettre en place pour effectivement pouvoir donner toute cette épaisseur de connaissances et d'aptitude à agir et à penser de l'ingénieur, avec effectivement en intégrant maintenant ces nouveaux enjeux climat-énergie, tout en conservant sa capacité à aller le plus loin possible dans son domaine de spécialité. Et là, c'est vrai qu'il y a de l'ingénierie pédagogique qui n'est pas du tout évidente à faire. Et là, il y a un travail qui est absolument remarquable qui est en train de s'opérer par les enseignants-chercheurs pour justement trouver des pratiques pédagogiques qui permettent à la fois d'être en contexte interdisciplinaire, d'avoir un regard à 360 sur une question, sur un sujet, et puis challenger l'étudiant le plus loin possible dans son domaine d'expertise, dans son domaine de spécialité. Et effectivement, comme je l'ai dit, je pense que des temps de projet, des temps d'apprentissage, notamment par challenge, à certains moments donc, de la formation, en approche pluridisciplinaire avec des collègues étudiants de différentes spécialités ingénieurs, eh bien, c'est justement une façon d'exiger beaucoup sur certains dans leur discipline et puis en même temps de se nourrir de l'expertise des autres. Donc, je pense, on pense collectivement que c'est à travers ces démarches interdisciplinaires
qu'on va pouvoir effectivement, qui ne sont pas le temps absolu de la formation, absolument pas, mais c'est des temps que nous avions aujourd'hui, des temps d'apprentissage par projet. Eh bien, je pense que les temps d'apprentissage par projet doivent se transformer par des temps d'apprentissage par challenge et donc avec, dans un contexte interdisciplinaire où on demande plus à chaque étudiant dans sa discipline. Voilà, juste cette petite précision, parce que c'est effectivement une crainte qu'on trouve souvent chez les collègues enseignants, enseignants-chercheurs, et je comprends complètement l'expression de cette crainte. Ensuite, sur le rôle des sciences humaines et sociales, ça a été à plusieurs reprises mentionné dans le chat. Je dirais que là aussi, c'est absolument fondamental. Et dans nos formations ingénieurs INSA, je pense qu'on a cette petite chance d'avoir, dès la constitution même du modèle, entre 20 et 25% de la formation qui, effectivement, déjà offre cette place aux sciences humaines et sociales. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous sommes à un point d'équilibre satisfaisant. Je pense qu'on a encore besoin d'évoluer. On a besoin d'augmenter, je dirais, l'épaisseur culturelle de nos étudiants, l'aptitude réflexive sur un certain nombre de sujets, et puis finalement les mettre en situation de réflexion quand ils sont dans des systèmes complexes où il y a forcément des enjeux éthiques importants. Donc, on est en train de revoir aussi les contributions des sciences humaines et sociales de façon à mieux servir l'ingénieur humaniste, avec probablement davantage de cours électifs, et puis aussi de les faire travailler en contexte interdisciplinaire et également d'aller plus loin vers l'hybridation des compétences. Je peux le citer notamment sur plusieurs de nos campus. Nous avons aujourd'hui des doubles diplômes co-construits sur 6 ans entre un diplôme d'ingénieur et puis un diplôme de sciences politiques. Voilà. Et on sait qu'on a des étudiants qui ont aussi des très grandes capacités, qui sont aussi en capacité de se construire avec ce double profil. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui doivent diffuser le plus possible. Ça, c'est une partie de la réponse. Merci beaucoup, Bertrand. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui résonnent avec la culture du groupe INSA telle qu'elle a été conçue à ses débuts. Donc, c'est vraiment intéressant d'entendre ça. Sur un aspect tout à fait pratico-pratique, pour revenir encore sur les connaissances et les compétences, c'est l'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue des compétences? Donc, apparemment, les connaissances, c'est quelque chose qu'on sait faire, que les enseignants ont l'habitude de faire. Comment est-ce qu'on évalue les compétences? Je ne sais pas si, Damien, tu as des éléments de réponse. Et peut-être ça peut faire écho à une autre question qu'on a aussi sur des aspects vraiment de méthode pédagogique. Quelle place de la créativité chez les enseignants dans la mise en place des scénarios d'apprentissage pour favoriser la réflexivité? Voilà, et donc un peu si éventuellement, Damien, tu as quelques retours d'expérience sur voilà, des choses qui peuvent être utiles de ce point de vue-là à partager. Et sinon aussi, tu peux nous dire où en trouver. Oui, sur les évaluations, alors je dis tout de suite que c'est pas du tout, c'est pas un point qu'on a beaucoup travaillé, c'était pas trop le cœur de notre expertise. Cependant, il me semble que on revient un petit peu à la problématique d'évaluation dans les projets ou toutes ces approches pédagogiques de ce type-là, où il faut à la fois évaluer le collectif, mais aussi arriver à individualiser un petit peu les notes. Il me semble qu'en fait, on revient à cette même problématique-là, sauf qu'évidemment, elle va s'amplifier, donc il faut la traiter un petit peu mieux. Je laisserai ensuite Bertrand ou Frédéric peut-être apporter plus de précision par la suite. Et sur la partie, sur la question sur la créativité chez les enseignants, favoriser la réflexivité, ou en tout cas adopter des nouvelles postures, il me semble que déjà faire des ateliers entre enseignants avec éventuellement quelques étudiants, c'est intéressant et ça permet aussi de tester ces nouveaux formats. Nous, on l'a fait avec plusieurs écoles, avec plusieurs équipes d'enseignants qui se connaissaient ou qui se connaissaient pas. En fait, on peut les mettre eux-mêmes dans une posture où ils ont l'impression d'être des étudiants, mais finalement, en les mettant dans cette fameuse posture d'étudiants actifs et non pas d'étudiants entre guillemets passifs, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent eux-mêmes co-construire ces nouveaux savoirs avec l'animateur. Et il y a plein de nouvelles approches qu'on peut aussi utiliser, notamment de l'éducation populaire et qui permettent un petit peu d'ouvrir les débats de façon très simple et où tout le monde peut s'exprimer et finalement se rendre compte que le curseur n'était pas forcément là où il pensait quand il pensait écologie.
Je me rappelle, par exemple un peu concret, on a eu un atelier sur le rôle du numérique dans la transition, comment faire évoluer les enseignements dans le numérique. Et la première question qui est tout de suite venue dans l'atelier, c'est parce qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient du côté software et pas trop du côté hardware, et qui nous disaient, bah, nous, on est du côté du code, on n'a pas trop de rapport avec tout ça. La question, c'est plutôt les usagers, ce qu'ils en font. Alors, CF, ce que j'ai présenté tout à l'heure sur la neutralité des choix techniques ou non, et finalement, avec un petit débat mouvant, donc dans une salle, entre enseignants qui ne se connaissaient pas tous, on a pu finalement débattre de ce que ça voulait dire que quels étaient ces enjeux écologiques en tant que développeur ou enseignant dans le développement informatique. Et finalement, est-ce que l'usager avait vraiment toutes les clés? Parce que nous, on n'avait quand même pas un petit rôle à jouer. Et au fur et à mesure des débats, les avis ont changé. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une certaine convergence sur le fait qu'en tant qu'enseignant, on avait quand même un grand rôle à jouer sur justement des nouveaux modes de conception enfin, du côté du logiciel, quoi. Je ne sais pas si Frédéric ou Bertrand, vous voulez compléter sur la partie évaluation. J'avais plutôt un commentaire, si vous m'y autorisez, sur la notion de créativité. Je trouve que c'est extrêmement intéressant et c'est évocateur pour moi d'un certain nombre d'initiatives que l'on voit surgir, ou de réflexions, en tous les cas, qui se font jour, autour de quelque chose qui paraît très éloigné de la formation d'ingénieur et qui pourtant est assez consubstantiel aussi du modèle de nos écoles. Ce sont les filières art-études, ou la possibilité qu'ont les élèves ingénieurs de se rapprocher ou de suivre des cursus dans différentes disciplines artistiques en parallèle de la formation d'ingénieur, ce qui fait qu'il y a au sein de nos établissements des enseignants, des plasticiens, des artistes, des chorégraphes, et que la médiation scientifique est une chose, la médiation artistique existe aussi, et aborder parfois la question de l'imagination des récits sous cet angle-là, au sein en particulier des centres des humanités, des départements de l'humanité qui existent dans les INSA, c'est une façon de nourrir la réflexion vers une transformation intéressante. Donc, on a aussi quelques atouts et ça pousse à beaucoup, alors pour le coup, de créativité dans les approches. Je crois qu'il ne faut rien s'interdire et on va forcément voir surgir des initiatives qui sont peut-être aux marges des pratiques pédagogiques actuelles. Et je crois que c'est un petit peu un message, c'est quand on commence à résoudre des systèmes, il faut vraiment plutôt sortir des schémas classiques et cette question de créativité, d'idéation, de nouvelles méthodes que l'on peut faire surgir, je pense qu'elle est extrêmement intéressante dans le contexte particulier des INSA, mais elle est tout à fait transposable aussi j'allais dire, à d'autres structures, à d'autres établissements. Mais la proximité ou la volonté d'ailleurs plutôt de développer la sensibilité, de développer l'approche sensible aux côtés de l'approche intellectuelle nous semble aussi un levier puissant de transformation à la fois des pratiques pédagogiques, mais de la culture de nos communautés. Et je me permettais juste de rebondir sur ce point précis. Après, l'évaluation par compétence, je ne suis pas expert du sujet, je pense que Claude pourrait s'exprimer, Claude Marange pourrait également s'exprimer. C'est quelque chose qui est à l'œuvre, qui est en train de se déployer dans nos établissements, mais dont on voit bien que c'est extrêmement dépendant du référentiel de compétences lui-même, c'est-à-dire dans quelles circonstances les compétences s'expriment-elles. Je crois qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. C'est quelque chose qui viendra, effectivement, qui est en train de venir, mais qui est effectivement moins mature que la démarche qu'on présente aujourd'hui. Merci Frédéric. Juste peut-être en complément de ce que vient de vous dire Frédéric, je pense non plus qu'on ne peut pas tout attendre d'une maquette pédagogique. Et j'aimerais insister sur le fait que lorsqu'on a la chance de mettre à disposition de nos élèves ingénieurs des campus avec des services intégrés et avec toute la vie étudiante mis à leur disposition, je pense que c'est aussi une façon de faciliter la construction de l'étudiant futur diplômé citoyen dans ses engagements, que ce soit associatif, que ça peut être aussi humanitaire, bien évidemment. C'est aussi travailler à la mixité sociale, ce qui est un enjeu important, de cohésion sociale in fine. Et puis, c'est aussi souvent des lieux de création, d'événements autour des arts de la scène. Et je pense qu'on ne mesure pas suffisamment
la construction de l'individu dans ces temps de vie de campus qui viennent finalement faire résonance avec tout simplement nos formations. Et je pense que ça, c'est toute la chance d'avoir effectivement des campus intégrés qui permettent ces constructions-là. Merci beaucoup à tous les deux pour vos précisions. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites. Du coup, en fait, ça va aussi s'adresser encore une fois à Bertrand et Frédéric, sans doute en grosse partie. Concernant le déploiement des enseignements à travers le groupe INSA, on nous pose la question de à quel horizon temporel c'est prévu. Donc j'imagine que la question c'est à quel horizon est-ce que ce sera effectivement mis en œuvre, et la question de est-ce que toutes les écoles seront impactées simultanément. Donc ça, c'est la première question. Et je pose une question qui ira avec, qui est dans le groupe INSA. Quels enseignements ont été supprimés pour faire un peu de place à ces nouveaux enseignements dédiés à ces sujets-là? Comment ça a été, ou intégré à d'autres enseignements? Comment est-ce que ça a été vécu par les enseignants? Plutôt sur la méthode. Donc, voilà. Donc, deux questions. Le premier, c'est l'avancement et la mise en œuvre finalement de tout ce projet. Et l'autre, c'est plus sur la méthode. Comment est-ce qu'on a fait de la place dans les maquettes? Est-ce que Frédéric et Bertrand, vous pouvez nous en dire un peu plus? Ou Damien d'ailleurs, tu peux aussi réagir. Peut-être un mot sur la place. Alors, la question est évidemment extrêmement intéressante. Comment fait-on pour intégrer de nouveaux contenus, développer de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences, ou les faire évoluer en tout cas, dans une maquette qui est contrainte, dans une durée avec des volumes qui sont évidemment nécessairement limités et heureusement limités. Je crois que d'abord, nous ne sommes pas confrontés pour le coup à quelque chose qui est absolument inédit. Les formations d'ingénieurs ont systématiquement, dans un volume qui a finalement extrêmement peu changé sur quasiment un siècle, fait la place à de nouveaux contenus, à de nouvelles approches, à de nouvelles disciplines, au fur et à mesure que la technologie évolue. On pense par exemple à l'informatique, qui est complètement absente au début du XXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle et qui est devenue aujourd'hui extrêmement prégnante dans beaucoup de formations. Et les compétences numériques sont développées au niveau du groupe INSA comme un socle transversal. Donc, il faut faire des choix. Et je pense que ces choix, s'ils sont douloureux, ils sont toujours douloureux parce qu'il faut abandonner quelque chose qui a une valeur à un moment donné, qui continue d'avoir une grande valeur. Il faut aussi les entendre comme l'opportunité de faire évoluer l'existant sans forcément toujours renoncer. Alors oui, il faut un peu contracter, mais dire ce à quoi nous avons renoncé est assez compliqué parce que nous avons plutôt, je crois, dans la réflexion, et ça c'est l'objet du troisième document, du document de retour d'expérience qui le met bien en valeur, du travail qui est en cours, eh bien, les programmes sont repensés aussi. Alors, pour réduire un peu, par exemple, dès les premières années des cursus en 5 ans dans les INSA, certains enseignements, les concentrer un peu, les réduire, on peut oser le mot, mais pour faire la place à des contenus qui ont une grande valeur de formation, une grande valeur scientifique et parfois une grande valeur pour la discipline elle-même. On prend l'exemple des modèles mathématiques, on peut faire peut-être un peu moins certaines mathématiques et développer des mathématiques de la modélisation qui sont particulièrement adaptées à l'étude des systèmes complexes. On peut aussi imaginer que certains enseignements se recontextualisent sans forcément changer les attendus pédagogiques, en tous les cas les acquis conceptuels. Et c'est ainsi qu'en fait c'est un équilibre. On ne peut pas considérer qu'on fasse simplement de la place à des enseignements qui seraient intégralement nouveaux, mais c'est une refonte, c'est une reconception globale des programmes qui permet, en introduisant les enjeux environnementaux en particulier, tout ce dont on a traité et tout ce qui a été décrit dans la présentation du manifeste, on repense les façons d'aborder, y compris des disciplines complètement fondamentales. Enfin, aujourd'hui, parler de l'acidification des océans, de la capture du CO2 ou du cycle du CO2, c'est faire énormément de physico-chimie. C'est faire énormément de pH et d'équilibre thermodynamique en milieu aqueux. Donc, on ne renonce pas forcément à certains enseignements, pas à tous en tout cas, on les recontextualise, on les oriente, mais effectivement, il faut aussi, à certains égards, faire des choix. Mais ça, j'allais dire, c'est assez inhérent de toutes les évolutions de programmes et de contenu. On essaie toujours, dans une formation, et il faut en avoir bien conscience, un ingénieur, c'est quelque part, ça n'est jamais un produit fini.
C'est un expert qui est opérationnel à sa diplomation et qui pour autant va continuer d'évoluer, continuer de se former tout au long de sa carrière, par lui-même, en apprenant au travers de ses postes, en se formant, formation tout au long de la vie, en auto-apprentissage de plus en plus avec les ressources que nous avons. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très fort dans les formations d'ingénieurs, c'est apprendre à apprendre. Donc, j'allais dire que la non-complétude des programmes par rapport à un idéal rêvé dans chaque discipline, c'est un sujet qui existe bien avant les réformes qu'on est en train d'évoquer ici. Merci beaucoup, Frédéric. Oui, en complément de ce que vient de dire Frédéric, hein, porter une analyse, une expertise sur nos formations, revenez peut-être à une période, enfin, chaque 10 ans pour regarder un petit peu le contenu des formations et vous allez voir les évolutions perpétuelles finalement hein, de ce que l'on enseigne. Et puis, même vous-même, posez-vous la question de ce que vous avez eu comme enseignement il y a de ça 20 ans, 30 ans ou 5 ans. Et puis, regardez ce que votre école aujourd'hui enseigne et vous verrez qu'il y a des changements, des évolutions substantielles. Donc, on est toujours dans un processus, je dirais, d'évolution continue, même si là, effectivement, je pense que dans l'évolution, on parle même de transformation qu'on propose aujourd'hui, il y a un focus beaucoup plus important et avec une approche très transversale donc, sur les enjeux climat-énergie. Je reviendrai aussi sur le fait qu'on est peut-être un peu plus aisé aussi pour travailler le sujet par le fait d'être des écoles en 5 ans. Et quand on fait une approche, quand on décline une approche programme sur les 5 années de la formation, il y a aussi de l'optimisation qu'on peut faire hein, sur du temps vraiment nécessaire à l'apprentissage qui contient un certain nombre nécessairement de redites, et c'est important. Hein, je pense qu'on a besoin d'avoir des résonances dans le parcours, mais pour autant, je pense que c'est aussi une facilité pour tout simplement être dans un travail d'ingénierie pédagogique qui impose aussi une forme d'optimisation. Et puis, là où on a de la marge, c'est probablement en travaillant davantage l'hybridation entre certains enseignements de sciences humaines et sociales et les sciences dures. Voilà. Et là, autour d'un même enseignement qui peut être très porteur d'équations, on peut aussi avoir un regard croisé par les humanités. Et bien sûr, ça demande du temps de mise en place. Alors, quand vous avez parlé tout à l'heure de mise en place et donc de mise en œuvre, ça, je pense que le calendrier, il est propre, bien évidemment, à chacun de nos INSA. Frédéric pourra me dire deux mots, bien sûr, sur l'engagement lyonnais et puis les travaux en cours et la façon dont ça va se décliner dans les maquettes. En ce qui concerne Toulouse, on a fait voter dans notre conseil d'administration une feuille de route de transformation de nos formations qui adresse pas seulement hein, les enjeux climat-énergie, qui adresse aussi une révision complète, notamment des humanités, et tout ça, c'est étroitement lié, qui adresse aussi la question du numérique responsable, mais aussi le numérique comme brique de l'ingénieur, aussi pour adresser toutes ces transformations. Donc, c'est un vrai chantier. Et la mise en place de ces nouvelles maquettes, c'est pour le 1er septembre 2023. Voilà. Et là, on a bien sûr un rétro-planning pour être prêt, même si on fait déjà hein, de la formation qui adresse les enjeux climat-énergie. Bien évidemment, l'objectif, c'est de se baser sur le référentiel et d'aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup Frédéric. Désolée, on va devoir arrêter là les questions. Il y en avait plein d'autres qui étaient passionnantes, notamment une qui concernait les entreprises et les compétences attendues en entreprise. Donc, je suis obligée de botter en touche et vous recommander d'aller lire le rapport en précisant que ce référentiel, on a demandé à des professionnels et notamment des syndicats de professionnels d'y contribuer et de nous apporter leur point de vue. Donc, on a tenté de le faire. Mais voilà, n'hésitez pas à lire et puis aussi de le faire circuler dans d'autres milieux professionnels. Ça nous intéresse toujours d'avoir des retours aussi, si on peut en avoir. Voilà, merci beaucoup à tous. Et puis moi, je vais rendre la parole finalement à Frédéric pour la conclusion et qu'il close ce webinaire.
Merci beaucoup. Alors effectivement, il y aurait eu beaucoup de choses à dire. Moi, je voulais vous remercier pour ces présentations et cette participation massive et ces interactions, parce que les interactions, je crois, sont finalement, c'est l'objectif de ces webinaires, c'est partager, mais c'est aussi discuter, interagir et échanger sur les pratiques. Le travail qui a été réalisé, vous l'avez vu, est un travail considérable, ce qui me permet de dire que cette présentation qui était très focalisée aujourd'hui sur le manifeste, on peut aussi, dans les questions qui sont posées, aller conseiller évidemment d'aller vers le guide méthodologique qui présente la méthode pour engager les évolutions des formations. Et puis, beaucoup de questions, en fait, traitent du retour d'expérience. Et une grande partie des retours d'expérience sont traités dans le volume 3, retour d'expérience, moi, que j'engage l'auditoire intéressé à lire. C'est donc un travail considérable qui a été réalisé. Je le vois aujourd'hui à l'INSA Lyon qui s'est engagé résolument et c'est le cas de tous les INSA, de tout le groupe, de tous les partenaires. Mais globalement, à l'échelle de l'enseignement supérieur, moi je me réjouis de constater que beaucoup de collègues appartenant à bien d'autres établissements qui sont aussi engagés dans des approches nécessairement différentes et forcément complémentaires dans ce travail ont participé. C'est un travail de longue haleine, je crois qu'il est important de le redire. On est en train de faire évoluer les enseignements. On est en train de faire évoluer aussi la posture des enseignants, ça a été dit, et les manières de travailler. Moi, je me permets juste ce commentaire. L'enseignement supérieur en France, et particulièrement en France peut-être, est organisé en disciplines et même en sections de spécialités dans chacune des disciplines. Et cette organisation qui est un peu une organisation malgré tout en tuyau d'orgue, le moins qu'on peut dire, c'est qu'elle ne favorise pas par construction les échanges et les confrontations et l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité. Les experts que sont les enseignants-chercheurs qui se forment à la recherche doivent ici aller aussi chercher de l'expertise dans d'autres champs disciplinaires et donc travailler différemment, travailler dans cette vision systémique qui a été remarquablement présentée. Merci aux intervenants. L'importance de l'enjeu, l'importance vitale de l'enjeu qui est abordé, fait que cette véritable révolution, nous n'en sommes qu'un rouage, nous n'en sommes que quelques acteurs de terrain. Mais ce qui me semble extrêmement important, c'est réellement de partager toutes les réflexions, je le disais, qui ont pu avoir lieu, de partager les documents et de mettre en débat. Nous n'avons pas la prétention, et je crois que ça a été clairement apparu, nous n'avons pas la prétention de détenir ou d'avoir produit quelque chose qui est définitif, tout au contraire. Ce sont des éléments d'étape qui vont pouvoir, en étant mis en œuvre, en étant requestionnés, donc dans la mise en œuvre au sein de nos établissements, en étant aussi discutés à la lumière des approches d'autres établissements, d'autres groupes, encore évoluer et se nourrir. Mais on a ici quand même un corpus qui est le résultat de travail de centaines de personnes, travail qui se poursuit, qui donc s'approfondit. Et je crois qu'aujourd'hui, personne n'est, si vous me permettez de le redire, en concurrence sur ces sujets. Je crois que nous devons être dans une logique d'innovation ouverte, de créativité partagée et de mise en commun de tous les résultats de toutes les pratiques. Et je pense que c'est la vocation des documents, la vocation du manifeste aussi, qui a été présentée. D'un mot, je suis déjà trop long, je voudrais simplement souhaiter bon courage. Nous souhaiter collectivement bon courage au Shift, bon courage aux enseignants et aux enseignants-chercheurs du groupe INSA et de toutes les écoles d'ingénieurs pour déployer, mettre en œuvre ces évolutions des formations des futurs ingénieurs, des ingénieurs qui sortent déjà, mais des ingénieurs que nous formerons dans les années à venir, parce qu'ils sont des acteurs absolument indispensables de la transformation des entreprises et technologies de nos sociétés par rapport aux défis qui sont devant nous. Merci encore. Merci beaucoup Frédéric pour ce mot de conclusion auquel j'ajouterai des petites informations techniques, juste pour rappeler que tous les livrables, et notamment ce manifeste, mais aussi le guide et les retours d'expérience sont disponibles sur le site du Shift, téléchargeables gratuitement évidemment. Pour rappel, le Shift, on est d'intérêt général, donc tout ce qu'on produit vise à être utilisé au maximum par tous ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas à vous en servir, à le partager.
de même que le référentiel de connaissances et de compétences. Voilà, emparez-vous-en, c'est ça l'objectif, et n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos retours d'expérience dès lors qu'ils peuvent être utiles à d'autres établissements. Voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. La vidéo de ce webinaire sera diffusée dans les prochaines semaines sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux, avec la présentation aussi qui vous a été présentée et que vous pourrez télécharger aussi à ce moment-là si vous en avez besoin. Voilà, merci encore à tous. Bonne soirée. Merci et bonne soirée. Bonsoir. Merci, bonsoir.